Dans la ville où j'habitais, il y avait une vieille usine désaffectée. D'après la rumeur, elle était en feu depuis plus de 4 ans. Cela me semblait peu probable, mais je ne pouvais réfuter le fait qu'une horrible fumée en émanait en continu. Ces vapeurs toxiques étaient d'ailleurs à l'origine de beaucoup de morts. Suite à quoi, le terrain avait été mis en quarantaine. J'étais très curieux par rapport à cette histoire. Je ne voyais personne entrer ou sortir. L'endroit paraissait abandonné. Personne n'entrait ou ne sortait. Et aucune autorité n'essayait de contenir, ou mieux, d'arrêter les vapeurs. Je trouvais tout ce qui entourait cette usine très étrange. Les causes de l'accident étaient très vagues. L'enquête n'avait duré que quelques mois. Personne n'avait eu accès aux cadavres, pas d'autopsie. Ils incinéraient directement sans demander l'avis des proches, qui pourtant devaient payer les frais de crémation. La raison évoquée était le bien commun, car les corps pouvaient contenir des poisons présents dans la fumée. Comme on ignorait par quel biais le poison entrait dans le sang, il était plus judicieux de brûler les contaminés. Je trouvais cela logique, mais alors, pourquoi ne pas brûler le bâtiment, au lieu de laisser se répandre la pollution? Et quid des fumées de la crémation? J'avais trouvé 3 masques à gaz dans le grenier, du vieux matos que l'ancien propriétaire avait laissé avant de partir. Je savais qu'il était militaire. Ça tombait bien. Je sonnai à 2 potes pour voir s'ils voulaient faire de l'urbex à la vieille usine. Ils acceptèrent, sans que j'aie à insister. L'exploration urbaine était tellement à la mode, en ce moment, que ne pas aller voir de plus près aurait été un gâchis. Nous avions tous les 3 le début de la vingtaine. Je me rends compte que nous n'aurions pas dû céder aux sirènes de YouTube. Nous nous étions donné rendez-vous, à la face nord de l'édifice de béton. L'endroit se situait loin de la route et était hors de vue de quiconque pourrait se promener à cette heure tardive. Car oui, nous optâmes pour un rendez-vous furtif à 23h30. Car nous avions conscience des risques si quelqu'un nous voyait. Nous vérifiâmes le matériel. Lampe torche? Ok. Masque? Ok. Caméra et appareil photo? Ok. Téléphone portable? Ok. Talkie-walkie? Ok. Nous enfilâmes les masques et nous fîmes un signe pour dire que l'air passait correctement. Nous entrâmes d'un pas incertain dans le bâtiment. L'intérieur était très vaste. Il y avait de nombreuses machines, aucune trace d'incendie cependant. La fumée provenait de gros conteneurs et émanait également de certains murs, dont semblait suinter une substance épaisse, visqueuse et brunâtre. Nous gagnâmes en confiance en remarquant l'absence de brasier. Nous ne trouvâmes rien d'intéressant au rez-de-chaussée, que des machines étranges dont nous ignorions la fonction. Nous montâmes donc dans les bureaux de l'administration. Il y avait beaucoup de dossiers éparpillés sur les bureaux. Nous feuilletâmes, mais nous ne trouvâmes pas d'indices quant à l'accident survenu quelques années plus tôt. Les documents concernaient la maintenance, les factures, les employés. Mais rien sur les activités précises de l'usine. Rien n'avait été endommagé. Cela nous surprenait au plus haut point, vu l'historique de l'endroit. Tandis que je fouillais dans les tiroirs de la direction, je trouvai une pochette en papier, marquée « Top secret ». Je fis signe aux autres de venir. Nous lûmes les quelques feuillets à l'intérieur de l'enveloppe. Nous apprîmes que les ouvriers et chercheurs qui travaillaient ici menaient des recherches clandestines afin de créer une arme chimique. Le but de ce poison était de détruire uniquement les personnes malades, souffrant de malnutrition ou plus fragiles. Ceci pour que l'État puisse économiser un maximum d'argent en supprimant les personnes qui touchaient des indemnités maladie, handicap ou en touchant une retraite. En résumé, un génocide massif des personnes qui n'étaient pas jugées rentables à la société et surtout à l'État. Le document mentionnait également qu'il n'existait pas de remède, la mort survenant dans les 48 heures pour les plus résistants et 12 heures pour les plus faibles. Rapidement, je mis mon doigt sur une phrase horrible.
Un test était prévu à grande échelle et la date correspondait au jour de l'accident. Nous étions tellement absorbés par cette lecture que nous ne vîmes pas les hommes en combinaison de protection chimique. Ils nous serrèrent les poignets avec des colliers colsons avant que nous puissions réagir. Je hurlai en demandant comment ils nous avaient vus. L'un d'entre eux pointa quelque chose avec son index. Je tournai la tête. Des caméras de surveillance. Merde, on n'y avait pas pensé. Ils nous forcèrent à monter dans une camionnette avant de nous arracher nos masques. Nous fûmes traités brutalement, poussés violemment, frappés en cas de rébellion et constamment un canon de revolver dans le dos. Nous protestâmes, nous posions des questions, mais personne ne nous répondait. On nous enferma dans des cellules séparées. Au bout d'un temps, que je ne pouvais estimer faute de repères, un homme en costume se tint devant la porte. Il dit d'une voix grave : « Demain, vous serez conduit devant un peloton d'exécution pour crime envers l'État. » J'objectai, disant que nous faisions simplement de l'exploration, que nous n'avions rien fait qui méritait une telle sentence, et sans procès en plus. L'homme me tourna le dos et partit. C'est aujourd'hui que nous allons être exécutés. J'ai enfin compris ce qu'on nous reproche. Nous en savons trop. Ce que nous avons lu relevait du secret d'État. Car comment réagirait la population en apprenant l'existence dans notre pays civilisé d'un programme d'éradication des plus faibles ?